Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui remplace le cours de ce mercredi 25 mars. J'avais prévu de tourner la vidéo cet après-midi, c'est ce que je fais d'ailleurs, après avoir passé la matinée non seulement à lire un certain nombre de propositions de traduction qui ont été faites par les uns et les autres, par une remise par mail ou plus souvent à l'utilisation du bloc-notes dans le cours en ligne. Et j'avais prévu donc ensuite de faire cette vidéo avec mes propres propositions et remarques sur vos traductions. Il se trouve que comme cela arrive assez fréquemment depuis 2 ou 3 jours, l'environnement numérique de travail ENT est actuellement en panne, donc je ne suis pas en mesure de commenter plus précisément que cela vos choix de traduction individuelle. J'avais prévu en quelque sorte de zapper, de sauter un petit peu pour chaque phrase d'une proposition à une autre et de commenter les choix judicieux et les choix moins judicieux qui avaient été faits. Bon, je l'ai fait de manière individuelle, comme sur des copies un peu traditionnelles, donc j'espère que vous pourrez vous en sortir. Alors je rappelle simplement, puisque ces vidéos sont publiques et que peut-être certaines personnes nous regardent alors qu'elles n'assistent pas au cours, il s'agit d'une vidéo qui correspond à un cours de première année de Master 1, donc Bac plus 4, d'études culturelles, et plus spécifiquement pour des spécialistes d'anglais. Et donc, Master 1 d'anglais, et le cours fait partie d'une UE qui est l'UE 82, et le cours s'appelle Langues et traductions de la recherche. Donc c'est un cours de traduction, anglais-français et français-anglais, dans lequel on réfléchit vraiment spécifiquement à la traduction des textes universitaires, de contenu universitaire, pas seulement de textes, d'ailleurs aussi d'interventions qui peuvent être des interventions audio ou vidéo, et on se pose aussi un certain nombre de questions sur l'utilisation des normes, comment on traduit des notes de bas de page, comment on traduit des références, comment on traduit des bibliographies, comment on traduit un certain nombre de marges de la textualité, que peuvent être les abstracts par exemple, etc., etc. Alors, pour la séance d'aujourd'hui, le texte qui était à traduire était issu en fait d'une proposition d'un des étudiants du groupe, c'est comme ça qu'on essaie de fonctionner, et c'est un extrait d'un article qui s'appelle Bechdell's Men and Masculinity, Gay Pedant and Lesbian Man, de Judith Keegan Gardiner, qui est un article de 2019. Je n'ai plus la référence sous les yeux parce que je n'ai pas accès à Célène, une fois de plus. Et donc cet article qui parle de la très célèbre autrice de bande dessinée Alison Bechdel, et notamment de Fun Home, son autobiographie, dont je me permets au passage de recommander chaudement la lecture, ça a été traduit en français. Donc cet article présente un certain nombre de questions liées à la théorie du genre, à la théorie de la masculinité, et j'en avais extrait les pages 13 et 14, les pages 13 et 14 du fichier PDF. Je vais mettre une capture d'écran du texte inséré dans la vidéo, et je lis quand même le texte une fois pour qu'on puisse ensuite suivre un peu la traduction phrase à phrase et que je fasse un certain nombre de remarques liées vraiment spécifiquement au contenu d'enseignement du cours. N'hésitez pas à fractionner trop tard, trop tard, trop tard. N'hésitez pas à fractionner trop tard, trop tard, trop tard. Masculinity theorists like Kimmel and Raywin Connell stress the toxic and unjust aspects of hegemonic or dominant masculinity. Connell regrets that the pattern of difference dominance is so deeply embedded in cultural institutions and body reflexive practices that it functions as a limit to the rights-based politics of reform. Connell, page 232. People now tend to reject a critique of male dominance as an attack on difference, he claims, leading to, quote, gender vertigo and violence, unquote, an insistence on trying to retain the gender status quo ante rather than being willing to try more egalitarian practices. Kimmel too emphasizes the negative aspects of most historical masculinity formations as homophobic, racist, heterosexist, and sexist. Many American men, he says, react to contemporary movements for women's equality with hostility and a failure to adapt to new conditions. He argues that masculinities have historically been anti-feminine, homosocial, homophobic, racist, heterosexist, and sexist, and now they are characterized by an aggrieved, quote, entitlement, unquote. And that's from Kimmel's book on manhood, page 244. American men, he claims, felt powerless, et ici il y a certainement une coquille, c'était feel powerless, encore que felt powerless pourrait vouloir dire became powerless, mais ça n'aurait pas grand sens dans le contexte, donc c'est sans doute une coquille et c'est sans doute feel. American men, he claims,
feel powerless, fearful of emasculation and humiliation by other men and by women. However, it does hold out a positive possibility for the future of male masculinity, which he calls, quote, democratic manhood, unquote, quote, a manhood of responsibility tested and finally proved in the daily acts that give our lives meaning, egalitarian, accepting and even embracing the equality of the women in our lives, and preparing our children for the lives that we surely live of greater gender and sexual equality, unquote. A crucial part of democratic positive masculinity is nurturing fatherhood, and that's again from Kimmel's book on manhood. In the context of such positive theories, we can see Bechdal's Stewart as similarly proleptic as an original portrait of a progressive, countercultural man, one willing to seem ridiculous to the mainstream and sometimes to his partner and commune, to consciously live and promote his own values of gender equality, ecological awareness and sexual liberation for all people. Donc voilà le texte. Et donc, vous en aviez immortalisé dans la vidéo juste avant une version écrite. Et on va maintenant se poser les questions de traduction, bien sûr. Alors tout d'abord, une première remarque un peu générale. Comme il s'agit évidemment d'un texte conceptuel, comme toujours, il faut bien être très vigilant sur la traduction des concepts. Toujours vérifier si tel ou tel concept, même quand il a l'air d'être inventé, n'a pas déjà donné lieu à des traductions en quelque sorte, sinon autorisées, du moins déjà répandues ou usuelles. Donc ça fait partie des problèmes spécifiques de la traduction universitaire. Puis parmi les autres problèmes, il va y avoir les problèmes des références. On va y revenir. Et de la citation des références, et c'est pour ça que ce passage était intéressant aussi. Première phrase, masculinity theorists like Kimmel and Raywin Connell stress the toxic and unjust aspects of hegemonic or dominant masculinity. Il y avait plusieurs problèmes éventuels de calque ici du français, d'autant plus problématiques que certains de ces calques ou de ces anglicismes commencent à être assez répandus dans la langue française, et notamment la traduction de toxic par toxique, ce que presque tout le monde a fait. Vous avez tous traduit, je crois, plus ou moins par des aspects toxiques. Alors c'est vrai qu'on peut parler de la masculinité toxique, hein, ou des relations toxiques. Donc c'est une terminologie, on va dire, psychologique ou psychologisante qui commence à être relativement répandue. Ça reste quand même un français très récent et très contemporain, ce n'est pas un problème en soi. Mais en revanche, des aspects toxiques, là c'est vraiment une colocation qui ne fonctionne pas en français, même si on veut être un peu indulgent avec l'anglicisme. Donc là, très honnêtement, l'anglicisme ne fonctionne pas, donc il faut toujours s'interroger sur la langue que l'on parle, même quand on traduit dans sa langue. C'est le cas de la plupart d'entre vous, vous traduisez dans votre langue maternelle quand vous traduisez en français. Donc les théoriciens de la masculinité, alors like Kimmel and Raywin Connell, moi j'ai traduit par Kimmel ou Raywin Connell en particulier, mais on pouvait bien sûr traduire par comme, à l'instar d'eux, ou par exemple aussi. Stress insiste sur les aspects, alors c'est facile de critiquer la traduction par toxique, mais comment est-ce qu'on pourrait traduire autrement? Alors, toxic and unjust, moi j'ai inversé du coup, injuste, les aspects injustes, and toxic et dangereux, hein, tout simplement, même dangereux, de la masculinité hegemonic or dominant, hégémonique ou alors dominante. C'est vrai qu'on parle des dominants, mais plus en fait comme un substantif. On parle aussi en biologie bien sûr, ou en éthologie des mâles dominants, hein, ou des femelles dominantes. Ici je pense que c'est plutôt dominatrice en fait, hein, c'est plutôt l'adjectif dominateur qu'il faudrait ici. Donc les théoriciens de la masculinité insistent sur les aspects injustes et même dangereux de la masculinité hégémonique et dominatrice. Deuxième phrase, Connell regrets that, et là il y a une longue citation, je me suis trompé d'ailleurs dans ma lecture, j'ai pas dit le quote unquote. Connell regrets that, quote, the pattern of difference dominance is so deeply embedded in cultural institutions and body reflexive practices that it functions as a limit to the rights-based politics of reform. Alors, plusieurs remarques ici. La première, c'est la question de... C'est une expression, en fait, body reflexive practices. Je n'ai malheureusement pas accès à CEDEN, donc je ne peux pas vérifier, mais il y en a deux parmi vous qui ont eu des choix plutôt judicieux, plutôt malins. C'était assez embêtant de le traduire. Moi, j'ai fait quelques recherches et il n'y a pas vraiment de traduction équivalente. Donc, bon, voilà, là, on pouvait avoir une certaine, comment dire, latence, une certaine tolérance. En revanche, attention au système de citation. Dans l'article
qui suit une norme donnée anglophone, ici un style de type MLA, il y a entre parenthèses le nom de l'auteur, virgule, le numéro de page. En français, tout dépend du système, de la feuille de style dans laquelle vous allez traduire ça. Est-ce que vous êtes en train de traduire pour juste pour vous, pour votre propre compte, ou est-ce que vous traduisez déjà pour votre mémoire ou une thèse éventuellement, auquel cas il faut respecter les normes qui sont celles de l'école doctorale et harmoniser bien sûr. Vous ne pouvez pas laisser une norme bibliographique dans une citation parce que c'est traduit par vous et que ça ne correspond pas à la feuille de style. Donc là, il faut faire vraiment très attention. Donc imaginons qu'on soit dans une feuille de style relativement fréquente en France qui consiste à avoir des notes de bas de page, ben à ce moment-là, il faut évidemment insérer une note de bas de page ou alors, si c'est déjà dans une citation qui donne lieu à une note de bas de page, repréciser les références à l'intérieur de la note de bas de page. Donc là, il ne faut pas prendre ça à la légère du tout, d'autant plus, et c'est le deuxième problème, c'est ce que j'ai noté aussi, que le livre de Connell, Masculinities, a été traduit en français. Alors, on a vu ça déjà à plusieurs reprises en cours. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se procurer un exemplaire du livre. Pourquoi? Déjà pour traduire les citations. Parce que là, finalement, dans cette phrase, Connell regrets that, ça c'est à nous de le traduire, mais tout le reste, c'est une citation du livre de Connell. Et le livre de Connell, il a été traduit en français. Donc normalement, un bon traducteur universitaire va aller récupérer la traduction qui est consultable par tout le monde, qui fait autorité, et la citer. Ou alors, si elle est fausse, la critiquer éventuellement, ou indiquer que c'est votre propre traduction, mais à ce moment-là, expliquer, nous n'avons pas suivi le traducteur ou la traductrice de l'ouvrage publié, etc., etc., en redonnant les références. On ne peut pas traduire comme si ça n'avait pas déjà été traduit. Donc ça, c'est un autre problème. Alors évidemment, en ces temps de confinement, je n'ai pas pu vraiment faire le travail de manière satisfaisante ici. Cela dit, très souvent, on se retrouve à peu près dans la même situation que quand on est confiné, c'est-à-dire que ça n'est pas à la BU la plus proche, on va peut-être pas forcément s'embêter ou s'embarrasser à attendre des semaines un prêt entre bibliothèques hypothétiques pour récupérer le livre. Donc très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On regarde si c'est dans les bases de données en ligne. Or, ça n'y est pas du tout, en tout cas pas dans celles auxquelles l'université de Tours est abonnée. Et donc, on se retrouve planté, on n'a pas de solution avec Kern, on n'a pas de solution avec HAL, on n'a pas tous ces outils ici, on n'a pas de JSTOR non plus, on est sur du francophone, donc ça ne va pas marcher. Et donc on se retrouve à bidouiller évidemment avec ce qu'on peut trouver sur Internet, et ça n'est pas disponible non plus sur Google Books, donc on est un peu planté. Donc finalement, normalement, si on fait une traduction universitaire sérieuse, on doit aller chercher le livre et citer la traduction officielle. Ou alors proposer une traduction inédite et signaler en note qu'il s'agit d'une traduction inédite qui ne reprend pas, voire même qui contredit, ou qui se substitue à la traduction commerciale, ou publiée, ou disponible plus largement dans les réseaux habituels. Donc je traduis quand même la phrase, parce que voilà, tout ça c'était important. Connell regrets that Raywin Connell, moi j'ai remis le prénom parce que c'est un peu bizarre de... Enfin, sauf quand c'est un chercheur, un auteur extrêmement connu, Barthes, Genette, je sais pas, Butler, pour Judith Butler, oui, mais ici quand même très souvent on remettra le prénom en français. Raywin Connell déplore le fait que, et donc citation, le schéma, alors the pattern of difference dominance, le schéma associant domination et différence, si vous préférez garder dominance, vous avez peut-être de bonnes raisons, vous êtes peut-être plus spécialiste sur certains points de gender studies que moi, donc peut-être que dominance est mieux ici. Le schéma associant domination et différence est si profondément ancré dans la culture, dans les institutions et, moi je propose pour body reflexive practices, dans la réflexion sur le corps, that it functions, alors là on en vient au dernier point, celui sur lequel je voulais vraiment insister pour cette phrase, that it functions as a limit to the rights-based politics of reform. Vous êtes, je crois, presque tous, non, il y en a une qui n'a pas fait d'erreur, je crois, j'ai pas fini, enfin il y en a aussi une dont j'ai pas lu le travail encore, je dois être très honnête, vous avez, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, fait une grosse erreur d'interprétation syntaxique, hein. The rights-based politics of reform, c'est la politique de réforme, rights-based, basé sur les droits, littéralement. Il y en a plein qui m'ont dit des droits basés sur la politique, des droits basés sur la réforme. Ça, c'est un énorme contresens de phrase. Hein. C'est la même faute que les débutants qui traduisent horse race par cheval de course au lieu de course de chevaux. Donc, en anglais, c'est systématiquement à l'envers. Hein. Série d'adjectifs et le nom à la fin. Donc là, c'est pareil. Politics of reform, c'est le nom, la tête du syntagme nominal. Rights-based, c'est un modifieur, un adjectif. Donc ici, c'était, voilà, donc it functions as a limit
to the rights-based politics of reform, moi je proposais qu'il finit par entraver, donc c'est le schéma est si profondément ancré, blablabla, qu'il finit par entraver les politiques réformistes fondées sur les droits humains. Et je propose droits humains, l'étoffement de rights en droits humains, pour éviter, dans le contexte d'un article qui parle d'un point de vue non binaire et antisexiste, ça serait un peu bizarre de garder droits de l'homme ici quand même. Bien, c'est pas moi qui me permets ça, hein. La substitution de droits humains à droits de l'homme est quand même assez fréquente maintenant. People now tend to reject a critique of male dominance as an attack on difference, he claims, leading to, quote, gender vertigo and violence, unquote, an insistence on trying to retain the gender status quo ante rather than being willing to try more egalitarian practices. Longue phrase, pas mal de problèmes de syntaxe, mais les principaux problèmes, ça va être quoi? Ça va être de comprendre la citation « Gender, vertigo and violence », qui est une formule extrêmement ramassée, et quand on n'a pas vraiment le texte d'origine, c'est-à-dire l'article ou le livre que cite ici l'autrice de l'article, on peut être un peu embarrassé, ça se comprend. Donc il y avait ça. Il y avait éventuellement des problèmes liés à la compréhension de critique. Critique, ça n'est pas des critiques d'eux, c'est un système de critique. C'est-à-dire c'est la critique au sens théorique, c'est pas criticism, donc il y avait ça aussi. Il y a eu quoi? Il y a eu status quo ante aussi, qui a été parfois traduit de manière calquée. Le status quo ante, non, en français. En anglais, il y a cette utilisation du latin, de l'expression latine dans son entier. Hein. En français, on dit le statu quo. Hein. C'est une équivalence, on n'a pas le choix. Status quo ante, ça doit se traduire par le statu quo. Donc pas de statu quo ante, hein, à moins de vraiment, en mettant les idéaliques, vouloir vraiment faire le malin. Mais ce n'est pas l'objectif ici de la traduction. Bien. Dernier point, c'est par ça d'ailleurs que je vais commencer ensuite dans ma traduction. Le he claims, donc vous avez une longue proposition principale qui est suivie par une incise, he claims, très courant en anglais, en anglais écrit, en anglais universitaire, en anglais formel, en français pas du tout. Hein. Dit-il, affirme-t-il, non, dans les romans, oui, éventuellement pour des phrases très courtes à l'oral, oui, mais pas dans ce genre de structure syntaxique et surtout pas dans ce genre de registre, c'est-à-dire le registre des textes universitaires, des textes de recherche. Donc ici, he claims à nominaliser et à mettre en début de phrase. De nos jours, ça traduit le now, selon Connell, donc he claims, et non pas selon lui, remettre le nom de l'auteur. Il vaut mieux que ça soit un peu lourd et très clair, facile à comprendre, que d'avoir la moindre ambiguïté. Hein. Quand vous traduisez un texte théorique, hein, vraiment la clarté pour le destinataire prime. De nos jours, selon Connell, people tend to reject a critique of male dominance as an attack on difference. Les gens ont tendance à rejeter tout discours critique au sujet de la domination masculine en disant que c'est une attaque contre la différence, ou en disant que c'est, oui, je ne sais pas comment on aurait pu dire ça, mais c'est que attack même me paraît maintenant calqué, même en me relisant là. Ce qui est sûr, c'est que attack on, une attaque de, non, une attaque contre, hein, en français, vous êtes obligé de transposer la préposition on en contre, hein, de faire une transposition locale. Et mon ordinateur n'arrête pas de se mettre en veille. C'est agaçant. Bien, j'aurais dû le configurer différemment, c'est ma faute. Donc, de nos jours, selon Connell, les gens ont tendance à rejeter tout discours critique au sujet de la domination masculine en disant que c'est une attaque contre la différence, attack on difference, leading to gender vertigo and violence, ce qui conduit à, attention à votre petite fixette, je ne vais pas le dire autrement, sur les participes présents. Il y a eu au moins 2 copies dans lesquelles j'ai lu des comme étant. It's considered as, c'est considéré comme étant. Non. Comme étant, en français, je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais c'est extrêmement lourd et ça ne sert à rien. Hein. En français, soit on ne mettra pas de verbe, on dira comme. He is considered as being the topmost chef. Il est considéré comme le plus grand chef cuisinier. Ou alors on a comme si c'était. Hein. Il n'y aura pas comme étant, comme si c'était, comme si j'étais, etc. On verbalisera carrément en conjuguant le verbe être. Donc comme étant, quand vous vous rendez compte que vous êtes en train d'écrire ça, ben vous ne l'écrivez pas, hein. Vous débrouillez pour le formuler autrement. Donc ça c'est une parenthèse. C'était même pas sur cette phrase-là que j'ai fait cette remarque-là. Mais enfin là, leading to, c'est pareil, il y en a qui conduisant à, non, ce qui conduit à.
Alors moi, gender vertigo and violence, moi j'ai traduit par des confusions et des violences en matière de genre. Je ne suis pas très convaincu par ça. Et puis bien sûr, on ne garde ni la brièveté de l'expression originelle, ni l'allitération. Bon, c'est comme ça. Ce qui conduit à des confusions et des violences en matière de genre, à une volonté de conserver le statu quo, donc le statu quo en italique, et de refuser de donner leur chance, rather than being willing, moi j'ai préféré faire une petite modulation du contraire négativé ici, de refuser de donner leur chance à des pratiques plus égalitaires. Phrase suivante, phrase relativement reposante, puisque là on pouvait quasiment calquer. Quasiment pourquoi? Parce que quand même quand on pinaille un peu, on se rend compte que formations, ici des formations historiques de la masculinité, moi je ne suis pas très convaincu par ça, donc il fallait aller du côté des figurations, des représentations ou des conceptualisations, c'est le choix que j'ai fait, mais ici calquer formations en formation ne marchait pas. Donc Michael Kimmel insiste aussi sur les aspects négatifs de la majeure partie des conceptualisations historiques attachées à la masculinité. Il en démontre les aspects homophobes, racistes, hétérosexistes et sexistes. Et pour casser en quelque sorte le lien très étroit en anglais entre emphasize, complément d'objet direct, as, puis ensuite une série d'adjectifs, j'ai préféré carrément faire une seconde proposition indépendante avec un 2 points. Il en démontre les aspects homophobes, etc. Bon, ça c'est un petit détail. Many American men, he says, react to contemporary movements for women's equality with hostility and a failure to adapt to new conditions. Donc, he says, on a encore ce problème qu'on avait tout à l'heure avec he claims, d'après lui, moi j'ai commencé par ça, d'après lui, beaucoup d'hommes américains réagissent avec hostilité, react with hostility, aux mouvements contemporains au pluriel, aux movements contemporains, pour, alors, women's equality, l'égalité femmes-hommes, et ça c'était bien de le faire, il y en a certaines parmi vous qui ont pensé c'était bien, plutôt que l'égalité des femmes, parce que l'égalité des femmes en français, c'est l'égalité des femmes par rapport à quoi? Donc de nos jours on dit plutôt l'égalité femmes-hommes, ou l'égalité homme-femme. Donc le mouvement contemporain pour l'égalité femmes-hommes, et il se montre, and a failure to adapt to new conditions, donc c'était react with hostility and a failure, c'est que réagir avec hostilité et une incapacité à, cette mise au même niveau en français des deux noms, l'hostilité et l'incapacité à faire quelque chose, était un peu maladroit quand même, donc ça a passé, hein, c'est pas grave, c'est pas vraiment une faute, mais c'est pour ça que moi j'ai transposé avec un verbe, et il se montre incapable, il se montre au pluriel, ce sont les hommes américains, il se montre incapable de s'adapter à de nouvelles conditions. Phrase suivante, he argues that masculinities have historically been anti-feminine, homosocial, homophobic, racist, heterosexist, and sexist, and now they are characterized by an aggrieved, quote, entitlement, unquote. Et le terme conceptuel qui se trouve entre guillemets est évidemment extrêmement compliqué parce que entitlement, c'est le fait de se sentir autorisé à faire quelque chose, sense of entitlement en anglais, c'est le fait de penser qu'on a un titre qui nous autorise à avoir telle et telle chose. C'est finalement le fait d'avoir des droits qu'ils soient acquis ou innés, mais des droits que nous donne notre titre ou notre statut. C'était pas évident du tout à traduire avec, de surcroît, l'adjectif aggrieved à côté aggrieved entitlement. Et vous allez voir comment j'ai proposé un étoffement mais massif, ce qui n'est pas en soi une proposition que je fais de gaieté de cœur ni de manière systématique, mais là je ne voyais pas tellement comment faire autrement. He argues that, il affirme que masculinities have historically been, les masculinités, moi j'ai mis, se sont construites historiquement, parce qu'ont toujours été historiquement, se sont construites historiquement dans l'opposition à la féminité, parce qu'être anti-féminin, je ne vois pas très bien ce que c'est en français, dans l'opposition à la féminité, dans l'homosocialité, l'homophobie, le racisme, le sexisme et l'hétérosexisme, donc là juste j'ai tout transposé en nom, mais ça ne change pas grand-chose, and now they are characterized, et alors là, encore problème de registre et de niveau de langue, article universitaire, proposition indépendante coordonnée sur une phrase longue, aucun problème, en français. C'est pas de la parataxe qui triomphe en français, c'est l'hyperhypotaxe, c'est-à-dire les subordonnées emboîtées les unes dans les autres. Donc ici, je vous propose de transposer cette seconde indépendante coordonnée, and now they are characterized, en proposition subordonnée consécutive, de sorte que les hommes
ont à présent, et donc du coup, aggrieved entitlement, préparez-vous, gros étoffement, les hommes ont à présent le sentiment d'avoir des droits et d'en être lésés par toute forme d'opposition. Oui, j'y suis allé assez fort. Phrase suivante, celle avec la petite coquille feel. American men, he claims, feel powerless, fearful of emasculation and humiliation by other men and by women. Les hommes américains se sentent démunis et craignent de se voir émasculés ou humiliés par d'autres hommes et par les femmes. Et là, je ne vois pas très bien comment faire autrement, mais cette formule en anglais est bizarre aussi, by other men and by women. Je remarque quand même le feel powerless, ils se sentent impuissants. Je suis un petit peu gêné parce que c'est vrai que les hommes se sentent impuissants. En français, on pense tout de suite quand même à l'impuissance sexuelle. Or, powerless ne propose pas ça du tout. C'est male impotence en anglais. Donc quand on vous dit a powerless man, personne, en tout cas, personne n'imagine textuellement qu'il s'agit d'impuissance sexuelle. Donc, quand vous dites les hommes se sentent impuissants, il y a un petit problème quand même d'ambivalence sémantique ici. Donc je propose, les hommes américains se sentent démunis, dépossédés, mais dépossédés, il faut quelque chose après. Dépossédés de quoi? D'où ma proposition de démunis. Les hommes américains se sentent démunis, fearful of emasculation, alors calqué fearful of, craintif de, ou apeuré par, c'était pas possible du tout. D'où une transposition en cascade ici, et craignent d'eux. Donc fearful, l'adjectif devient un verbe. Pensez à ça. Ensuite, ça vous permet de vraiment rester très près du texte. C'est juste des transpositions qui vous permettent de ne pas tricher justement et de rester au plus près du texte. Et craignent de se voir émasculés, et S, ou humiliés, et S, par d'autres hommes et par les femmes. Longue phrase, celle avec une longue citation ici de Kimmel encore. However, it does hold out a positive possibility for the future of male masculinity, which he calls democratic manhood. Donc là, il y avait une longue phrase ensuite. Je vous propose très rapidement, finalement, je vais juste faire autrement sur cette phrase-là. Grâce au montage, on affiche l'anglais, on affiche le français, on affiche surtout le français. Toutefois, il suggère une possibilité optimiste pour l'avenir de la masculinité mâle, et je vois pas très bien comment le faire autrement, male masculinity, j'ai pas forcément tout le système conceptuel de l'autrice en tête, mais voilà, on va pas changer ça. L'avenir de la masculinité mâle, ce qu'il nomme virilité démocratique. Une virilité responsable, éprouvée, et finalement démontrée jusque dans les actes du quotidien qui donnent sens à notre vie. Attention, our lives, notre vie, modulation du singulier pour le pluriel, égalitaire, qui accepte et même accueille à bras ouverts, attention au calque sur embracing, pas possible, embrassant, non. On peut embrasser l'immensité, mais c'est le regard qui embrasse. Le regard peut embrasser l'immensité, mais les personnes ne peuvent pas embrasser des concepts. Les personnes s'embrassent entre elles, pas en ce moment. Enfin, normalement, ça fait un mois que vous avez arrêté. Et on n'est pas prêt de recommencer, je crois. Si, mais bon. Peu importe. C'est embracing, attention au calque, embrassant, non. Embracing the equality of the women in our lives, donc qui accepte et même accueille à bras ouverts, c'est ce que je vous propose, l'égalité entre hommes et femmes, qui prépare nos enfants aux vies qu'elles, ils mèneront probablement, des vies marquées par davantage d'égalité de genre, par davantage d'égalité entre les sexes. Et le dernier commentaire que je ferai sur la traduction de cette phrase, c'est attention, au calque là encore, greater gender and sexual equality, greater equality, en anglais ça fonctionne, mais en français vous ne pouvez pas dire une égalité plus grande. Tiens, essayez de dire ça à un prof de maths, l'égalité plus grande, c'est une absurdité. Donc c'est pas possible du tout de calquer ça. Donc d'où davantage de, attention, c'est le sens de great, qui ici en fait a une valeur qualitative, et donc une plus grande égalité, en français ça serait uniquement quantitative. Éventuellement, il valait mieux même traduire par meilleur, mais davantage d'eux me paraît ici préférable. On poursuit avec une phrase extrêmement intéressante, l'avant-dernière phrase, on est bientôt arrivé à la fin, et cette phrase est intéressante parce qu'elle avait l'air comme ça extrêmement simple, et je crois que vous vous êtes un peu tous emmêlés les pinceaux. A crucial part of democratic positive masculinity is nurturing fatherhood, Kimmel Manhood, 2 page 293, avec là encore le problème de la référence et du fait que une traduction
si une traduction existe, et là je n'ai pas vérifié, mais il faut aller chercher les références, etc. et adapter entièrement sa traduction à ça. Mais c'est pas de ça que je veux parler, c'est pour ça que je ne parle pas vraiment de la question de la référence à Kimmel. Ce qui est intéressant ici, c'est la fonction de nurturing. Et vous avez, je crois, toutes, hein, si je fais une erreur et s'il y en a une au milieu qui a bien traduit, bah, bravo, c'est bien, il faudra que je rectifie ça. Mais vous avez, je crois, enfin, sinon toutes et tous, du moins quasiment toutes et tous, traduit ici quelque chose comme une part essentielle de la masculinité démocratique et positive, et où consiste à cultiver la paternité. Bon. La structure de la phrase en anglais permet ça. On peut comprendre ça comme ça. Vous ne faites pas une erreur en identifiant ce nurturing comme une forme en VING à valeur verbale. En revanche, le contexte ne permet pas ça du tout. Parce que on se trouve quand même dans un contexte, et la phrase suivante va le montrer, c'est quand même toutes les définitions de la masculinité qui échappent aux définitions préétablies, aux définitions hétéronormées. Or là, si vous dites c'est cultiver la paternité, on revient dans un discours hétéronormé, hétérosexiste, et donc ça ne marche pas du tout. Donc la masculinité positive démocratique, ça ne peut pas être « Ah, pour être un homme démocratique et positif du futur, il faut être un bon père ». Il faut être père. Ça ne fonctionne pas, cette histoire-là. Donc là, le contexte aurait dû vous alerter sur le fait que la phrase que vous écriviez, pour le dire très vite, était épouvantablement réac, alors qu'on est dans un système de discours qui essaie de démonter, au contraire, toutes les articulations traditionnelles de la masculinité et de la féminité. Donc là, il y avait un truc qui ne marchait pas du tout. Et c'est là que, normalement, vous devez quand même... vous devez tiquer, et vous devez vous dire, bah, il y a une autre possibilité pour ce nurturing, c'est que ce nurturing, c'est un VING, oui, c'est super compliqué le VING en anglais, puis on le voit bien, ça crée des phrases ambivalentes. Et là où vous êtes totalement excusable, c'est qu'il y a pas mal d'anglophones qui, en lisant ça, feraient peut-être le même contresens que vous, hein. Mais bon, c'est quand même un contresens. Nurturing fatherhood, ici, nurturing est adjectival. C'est-à-dire, c'est pas... blablabla bla bla consiste à cultiver la paternité, non, c'est une paternité qui est nurturing, donc une paternité nourricière, c'est-à-dire pas une paternité punitive, une paternité traditionnelle, une paternité anti-féminine, mais une paternité féminine, oui, en quelque sorte. Et donc ici, c'est vraiment le centre de l'argument. Et si vous ne le traduisiez pas bien, en fait, vous faisiez tomber tout le texte comme un château de cartes, un peu ici. Hein. Donc c'est pour ça que j'insiste un peu. Nurturing ici est adjectival, et donc nurturing fatherhood, une paternité nourricière, littéralement. On peut le garder comme ça. Si vous cherchez les traductions de nurturing, vous pouvez aller du côté de éducatif, une paternité ouverte, une paternité fertile, une paternité multiple, enfin on peut avoir pas mal de traductions. Moi, j'ai choisi de le transposer en non, par enrichissement, et je vous propose la traduction suivante. Pensez la paternité comme un enrichissement est une part essentielle de cette virilité démocratique positive. Et pourquoi est-ce que je traduis ici masculinity par virilité? Donc, vous l'avez compris, hein, l'essentiel de mon commentaire sur cette phrase, c'est son nurturing. Attention, ce n'est pas parce qu'un énoncé est ambivalent en anglais, en français d'ailleurs, quel qu'il soit, ce n'est pas parce qu'un énoncé est ambivalent qu'il a forcément deux sens simultanés, ce qu'on appelle une amphibologie. Bon, il y a une équivoque liée à la langue, mais le contexte doit vous aider à déterminer. Je vais prendre un exemple lié à la polysémie, plus, en français. À l'oral, quand on dit plus ou plus, c'est clair, j'en veux plus, je n'en veux plus. Ou j'en veux plus, quand on fait l'élision. Bon, à l'écrit, ça s'effondre. Le contexte permet de déterminer ça clairement. Si vous êtes dans un dialogue de roman, j'en veux plus, en fonction de ce qui se passe après, sa mère le resservit, il dévora la soupe. On comprend que c'était j'en veux plus. Donc là, c'est la même chose avec nurturing. Il y a deux interprétations possibles au regard de la langue, en général, mais en regard du contexte, il n'y en avait qu'une seule. Nurturing comme adjectif. Donc voilà, vraiment j'ai insisté là-dessus. J'allais, et je me suis réinterrompu, vous voyez, c'est en vidéo, c'est comme dans le cours, hein, mais bon, le problème de la vidéo, c'est que vous n'êtes pas là et qu'on n'a pas un débat constructif, intéressant, etc. Bon, ben, c'est comme ça, hein. On fait comme on peut. Oui, je me suis interrompu et j'ai refait une parenthèse. Virilité,
Puis je ne vais pas faire de montage, hein. Ça me fatigue le montage. Je vais rajouter un peu du texte en surimpression pour que ça soit plus facile à suivre, mais c'est à peu près tout, hein. Je ne vais pas couper. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, la virilité. Pourquoi est-ce que j'ai traduit masculinity par virilité ici, alors que on l'a traduit par masculinité dans tout le reste du texte? C'est parce que dans la phrase précédente, la citation de Kimmel, c'est democratic manhood, et donc on l'a traduit par virilité démocratique. Et dans la phrase suivante, l'autrice là, de l'article, elle mélange un peu les deux, et elle mélange les deux au point que on va confondre éventuellement la masculinité et la virilité. Donc moi j'ai choisi d'être fidèle à ce que je crois comprendre être l'esprit de la conceptualisation, et non pas à la lettre. Mais enfin si on traduit par masculinité, on a le droit, hein, c'est après tout, on a le droit de traduire une ambiguïté ou une erreur de l'autrice. Mais bon, j'ai préféré corriger. Donc penser la paternité comme un enrichissement est une part essentielle de cette virilité démocratique positive. On en vient à la dernière phrase, celle dans laquelle l'autrice, pour le coup, s'intéresse ici à son cas étudié, à la BD de Bechdel. In the context of such positive theories, we can see Bechdell's Stuart as similarly proleptic as an original portrait of a progressive, countercultural man, one willing to seem ridiculous to the mainstream and sometimes to his partner and commune, to consciously live and promote his own values of gender equality, ecological awareness and sexual liberation for all people. Et là encore, comme c'est une phrase très longue, je vais vous proposer la phrase peut-être en surimpression, je ne sais pas comment je me débrouille. J'ai pas filmé sur un fond blanc, j'aurais pu en fait, mais bon, c'était plus simple avec le grand ordinateur, je suis dans mon bureau, c'est plus simple. Alors, du coup, il y a des livres partout, et les livres, ça fait pas un fond terrible pour les surimpressions. Je sais pas, mon pull, peut-être j'aurais dû faire comme ça, bon, je sais pas. Plutôt que je fais des vidéos, je devrais quand même avoir un peu l'habitude d'anticiper. Bon. S'il n'y a pas de texte, il y a la tchatch, hein, ça fera l'affaire. Oui, je disais donc, phrase longue, je fatigue, ça s'est vu. Et du coup, je vais mettre de la surimpression, mais je vais quand même commenter 2-3 petits points au fur et à mesure de la traduction. In the context of such positive theories, dans le contexte de théories aussi positives, on pouvait garder ça comme ça, hein, we can see Bechdell's Stuart, on peut également voir, alors moi j'ai mis également, ça traduit le similarly qu'il y a après. Hein. On peut également voir en Stuart le personnage inventé par Bechdel, et là l'étoffement était difficile à éviter, la plupart d'entre vous ont fait ça d'ailleurs. Attention, pas le Stuart de Bechdel, ça passe pas du tout. Le Stuart, le personnage inventé par Bechdel, alors comme c'est son autobiographie, c'est embêtant de mettre inventé par, façonné par, décrit par éventuellement. Proleptic. Et là vous avez, pour la plupart d'entre vous, dit, oulala, un concept de théorie littéraire, on garde proleptique. Ah oui, mais alors le problème c'est que proleptique, prolepse, c'est un sens justement narratologique extrêmement précis, et que là c'est pas ça du tout. Proleptic, c'est lié justement au côté progressive, en avance sur son temps, c'est comme ça que je l'ai traduit moi. On peut également voir en Stuart quelqu'un dans l'avance sur son temps. As an original portrait of a progressive cultural man, là tiens, deuxième fois que je vous donne ce tuyau-là, quand vous avez une longue phrase avec des as, de temps en temps, dites-vous, tiens, un point virgule, un deux points, là, point virgule. Hein. Point virgule, c'est le portrait original d'un homme progressiste, anticonformiste, qui n'a pas peur, hein, one willing to, moi j'ai là encore utilisé un contraire négativé, qui n'a pas peur d'avoir l'air ridicule, hein, to seem ridiculous, to the mainstream. Alors effectivement, mainstream était un peu compliqué. Aux yeux de la majorité, c'est ce que certains d'entre vous ont mis, c'était bien. Moi j'avais mis des gens ordinaires, tout simplement. Mainstream, bah, c'est ceux qui suivent la norme, hein, c'est les moutons, hein, mais enfin, on va pas le traduire comme ça. D'autant que moi j'en fais partie, donc quand même, je vais pas commencer à utiliser ce genre de terme péjoratif, non, je plaisante. Mais, aux yeux de la majorité, des gens ordinaires, and sometimes to his partner and commune, et même aux yeux de sa compagne ou de ses amis, alors de sa communauté aussi, hein, c'était possible, to consciously live and promote his own values of, et là donc on a une série de concepts, gender equality, ecological awareness and sexual liberation for all people. Donc, qui n'a pas peur d'avoir les ridicules aux yeux des gens ordinaires, et même aux yeux de sa compagne ou de ses amis, de sa communauté, to consciously live, ce afin de vivre en pleine conscience, and promote, et moi j'ai mis de donner en exemple, parce que promouvoir, là encore, je pense que dans le langage très contemporain aussi, même de la sociologie, promouvoir commence à s'employer. Mais bon, là j'ai peut-être un côté un peu réac, mais je continue à être un peu gêné par cette utilisation de promouvoir, qui pour moi est très économique en français quand même. Donc, et de donner en exemple ses valeurs, donc his own, c'est pas la peine de traduire own, c'est propre, non, ça sert à rien, ses valeurs.
d'égalité de genre, de conscience écologique et d'émancipation sexuelle pour tous, alors, pour tous, pour toutes et tous. Moi, je me rends compte que j'avais oublié de traduire for all people, donc je le fais en live. Et je crois aussi d'ailleurs que j'ai oublié autre chose. C'était quoi? Ah oui, le personnage, non, c'était quoi? Le portrait original. Je l'ai ajouté en faisant la vidéo, mais là je ne l'avais pas écrit. Donc je n'avais pas relu ma traduction à ce point. Vous voyez, quand on traduit peut-être trop vite malgré tout, ou qu'on fait attention à autre chose, eh bien on fait toujours des omissions. Il y a toujours un risque pour qu'on fasse des omissions. Bien, si vous avez des questions, des réactions sur la correction de votre copie, sur l'ensemble des points que j'ai abordés dans cette vidéo, il y a pas mal de choses que j'ai dites dans les parenthèses. N'hésitez pas à fractionner trop tard. Il faudra que je pense à le dire au début. N'hésitez pas à fractionner l'asionnage de cette vidéo. Bon, d'habitude on se voit à 3 heures. Là je fais tenir ça en 3 quarts d'heure, donc c'est pas trop mal finalement. Mais il faut peut-être fractionner, parce que c'est saoulant. Bon. Allez, on essaie de tenir le coup. Je vous donne du travail dans le cours en ligne, ou alors si Célène continue d'être plantée par mail d'ici demain, à préparer pour mercredi prochain. Et si vous ne le préparez pas pour mercredi prochain, mais pour 2 jours plus tard, c'est pas la fin du monde. Bien, allez, à bientôt et restez en contact.